sur un travail de notoriété, un travail d'image, et plein d'autres il y a plusieurs formes de communication, il y a de l'institutionnel, il y a du produit, enfin, c'est assez variable. Alors je vais poser la question à M. Bertoni, hein, qui a vécu l'expérience Roland-Garros, qui lui aussi a galéré au début, j'imagine, pour justement pérenniser, fidéliser, marketer de façon optimale cette véritable on va dire PME, peut-être même plus qu'une PME qu'est Roland-Garros. Alors justement, par rapport à votre vécu à vous, nous sommes en train de vivre des processus qu'a très certainement vécu la France il y a un certain nombre d'années. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement? Écoutez, oui, je crois que il y a des cycles. Vous savez, comme en économie, comme dans le commerce, dans le sport, il y a des cycles. Il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on gagne moins. Et justement, l'intérêt du marketing sportif, c'est que au-delà de l'aléa sportif, on gagne ou on perd, il y a des valeurs qui existent et qu'il n'y ait pas le fait d'être prisonnier simplement en attendant de gagner si l'équipe n'est pas prête à gagner. Alors, je crois que la réalité, c'est que dans le cadre, par exemple, des Sports Management Days, c'est pas de copier-coller des expériences internationales qui ont chacune leur spécificité, mais c'est de retenir des bonnes pratiques et de gagner du temps en ayant, encore une fois, des exemples qui peuvent être appliqués, mais déclinés dans un contexte local, régional, international et adapté. Vous savez, on a des grands mots, hein, toujours en anglo-saxon. Le marketing, c'est 95% de bon sens. Et de temps en temps, c'est utile de retrouver les vrais fondamentaux. Après, dans chaque évolution, il y a forcément des éléments qui sont des éléments accélérateurs de processus. Bien sûr. J'imagine à votre niveau que vous avez vécu des choses. Au Maroc, si j'allais, notamment dans le football, on entre dans le professionnalisme l'année prochaine. Il y a eu aussi l'avènement de la télévision, du fait qu'on regarde désormais tous les matchs de football. Il y a une nouvelle forme de gouvernance qui va prendre naissance avec la création des sociétés sportives à terme. Alors justement, par rapport à ça, en quoi est-ce que tout ce qui est en train de se passer rend d'autant plus nécessaire justement le développement d'un marketing sportif structuré et non pas dans une logique d'aumône ou de mendicité en fait? Oui, justement, je pense que l'ère du mécénat est révolue aujourd'hui. Le club doit se structurer parce que c'est la base même, c'est le club qui offre le spectacle, donc le spectacle sportif. Le club doit se structurer d'une manière à pouvoir donner les meilleurs arguments aux annonceurs. Les annonceurs, eux, savent pertinemment que le sport est une formidable plateforme de communication. Ils ont souvent besoin... Qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce que c'est le sponsoring maillot? Est-ce que c'est d'être vu à la télé portant le maillot du Raja, du WAC ou autre? Il y a différentes manières de s'associer. Est-ce que c'est lié aussi aux valeurs véhiculées par le club? C'est essayer de comprendre. Il y a différentes manières de s'associer au sport. On peut le faire en achetant des panneaux et donc là, c'est une action tactique. On vise à avoir de la visibilité sur un match à forte audience. Il y a aussi le sponsoring, qui est une association d'images. Donc on va essayer d'accompagner un club qui partage les mêmes valeurs que nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les annonceurs demandent de plus en plus des chiffres pour essayer d'optimiser leur investissement. L'autre élément primordial, c'est bien évidemment, comme vous l'avez spécifié, le média, donc la télévision. Et c'est dans ce sens que j'ai envie de dire qu'il faut qu'on ait une prise de conscience collective, entre parenthèses, entre le club, l'annonceur et les médias, pour qu'on puisse arriver justement à ce partenariat gagnant-gagnant et développer le marketing sportif d'une manière pérenne, qui puisse permettre à la fois aux clubs d'augmenter leurs revenus, aux annonceurs de profiter du sport comme une magnifique plateforme de communication et aux médias de gagner des contenus à forte valeur ajoutée pour les spectateurs et donc pour l'audience. Zaki, la télévision, bien sûr, le nerf de la guerre. Évident, ça ne peut pas se faire sans. C'est quelque chose de tout à fait admis. À la limite, c'est une vérité tout à fait évidente. Mais justement, par rapport à vous qui êtes en contact justement de ces sponsors, qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Est-ce qu'ils sont sensibles à la valeur, à l'image véhiculée par un club? Peut-être à l'attitude plus ou moins reprochable d'un joueur sur un match de foot? Est-ce qu'ils sont plus sensibles au spectacle qui est à l'intérieur du stade? Est-ce que la télévision, quelque part, n'est que le vaisseau amiral d'une offre qui pourrait leur permettre justement de développer une campagne marketing sur plusieurs supports? Par rapport aux nouvelles tendances, par rapport à cette évolution, quel est le ressenti justement de ces annonceurs? On va dire, et c'est un peu, on va dire, vous allez me le confirmer, je pense, mais l'intérêt du sponsoring, il est très simple, c'est-à-dire que j'investis sur une discipline sportive X, avec un environnement média important, donc forcément je démultiplie mes retombées médiatiques et la visibilité et l'exposition de ma marque. C'est un peu l'intérêt d'un programme sponsoring, et d'ailleurs les études le montrent, c'est-à-dire j'investis 1, je peux récupérer 3 en visibilité média, en cumulant l'ensemble des médias qui peuvent être la télé, la presse, l'internet, surtout maintenant l'internet qui évolue à une vitesse assez impressionnante, donc qui donne une exposition vraiment énorme. Je veux dire, vous pouvez avoir vos résumés de match le samedi matin sur n'importe quel, lundi matin sur n'importe quel support internet. Donc, je veux dire, c'est justement l'intérêt, c'est de dire j'investis sur un club où
une discipline sportive. Cette discipline sportive, vu l'environnement médiatique qu'elle a, me permet de démultiplier mon exposition médiatique, donc avoir un impact médiatique beaucoup plus important, mais surtout aussi se positionner sur une discipline populaire, mais aussi vis-à-vis de ses concurrents. C'est-à-dire, je m'accapare, par exemple, dans certains cas, on a souvent des réflexions de partenaires, où même leurs concurrents se disent, bon, bah, cette marque-là, elle s'est accaparée cette discipline, c'est même plus la peine que j'y rentre, parce qu'elle s'est très bien implantée dans ce sport-là. Donc, de fait, bah, j'ai envie de dire, pour le premier sport national, les marques concurrentes sont out. Bien sûr. Monsieur Bertoni, j'imagine que vous avez vécu vous aussi ce type de problématique. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Oui. Les entreprises ont pour vocation de vendre des produits, de vendre des services et de se développer en tant que telles. Elles n'ont pas pour vocation de supporter le sport plus que de supporter la culture ou autre chose. En revanche, si elles peuvent acheter des formidables emplacements publicitaires à la télévision, à la radio ou dans les magazines, le sport apporte une dimension qui, elle, est absolument essentielle, c'est celle de la passion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas simplement dans l'exposition en disant « regardez comme mon produit est beau », on est en train de dire « jouons ensemble, participons ensemble ». Et à ce moment-là, il est bien évident que la valorisation, l'alchimie positive, c'est que l'ensemble des partenaires jouent collectif et jouent en équipe. Alors, les partenaires, ne l'oublions pas, le premier partenaire, c'est le public. Et puis, il y a les joueurs, il y a les équipes, il y a la gouvernance sportive, il y a les médias qui sont extrêmement importants, et il y a bien évidemment les entreprises. Mais juste un exemple. Roland-Garros, pour reprendre cet exemple, en 1968, il y a la Révolution en France, oui. Les étudiants ne sont pas au travail, et donc ils viennent voir le Roland-Garros en mai. Et pour la première fois, Roland-Garros passe le cap des 100 000 spectateurs. Mais c'est le moment aussi où la télévision va se mettre à s'intéresser à cet événement parce que le succès populaire est déjà en route. Mais sans la télévision, le succès populaire n'aurait été qu'un succès de spectateurs alors qu'il va devenir un succès mondial, 2,5 milliards de téléspectateurs cette année. Exactement. Alors il y a un autre aspect important par rapport aux institutions sportives marocaines, ce sont de vraies marques finalement. Hein, quand on prend le WAC, quand on prend le Raja, c'est une histoire, c'est une assise populaire. Justement, enfin, c'est peut-être là le vrai enjeu. C'est cette prise de conscience dont je parlais. Il faut absolument que les dirigeants des clubs prennent conscience du fait que finalement, ils ne gèrent pas un club, mais ils gèrent une marque. Une histoire. Et une histoire. Prendre conscience qu'ils sont quelque part en position de force. Le WAC, bien évidemment. Un vrai goodwill, un vrai fonds de commerce qui est exceptionnel. Le WAC ou le Raja, ou même d'autres clubs, les Phares, le KCM et j'en passe. C'est un palmarès, c'est des valeurs, c'est un public, c'est une histoire. Et donc finalement, lorsqu'on prend conscience de ça et qu'on essaie de se structurer en développant un argumentaire pointu, on est en position de force, comme tu le dis, vis-à-vis des sponsors qui, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent finalement? Ils cherchent de la proximité avec leur cible, ils cherchent du capital sympathie, oui. Et ils cherchent surtout de l'émotion. Le sport, par rapport à ça, est un levier formidable parce qu'on offre ce qu'on appelle de l'affect et on crée un lien vraiment affectif entre la marque et le public. C'est des communautés, c'est un vécu empirique tout à fait exceptionnel. On a parlé de marque. Alors comme vous le savez, hein, chaque épisode consacre un deuxième sujet donc à une enquête à l'étranger. Là on a pris un cas qui est un cas, on va dire exceptionnel entre guillemets, hein, surtout pas nous comparer ni au Real Madrid ni au FC Barcelone. On sait tous l'engouement populaire suscité par ces deux clubs. Ce qui fait d'ailleurs que c'est tout à fait marketable, pourquoi pas un jour dans notre pays, hein, ces deux marques, puisqu'il y a cet engouement. Après, il y a des contraintes de protection intellectuelle, hein, des logos, etc., etc. On en parlera tout à l'heure. Donc, si vous permettez, on va visualiser hein, ce deuxième sujet lié à la formidable révolution marketing du Football Club Barcelone et du Real Madrid, deux grands du sport mondial, mais aussi deux grands du business. Alors, tout de suite, ce deuxième sujet.